Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Ma chère Lise. Il s'agit d'un roman de Vincent Almendros paru en 2011. Le narrateur, qui a 25 ans, se trouve dans une voiture conduite par un chauffeur avec Lise qui le dessine et la grand-mère de Lise nommée Moon. Le narrateur est le professeur particulier de Lise. C'est Lise qui a demandé à ce qu'il lui donne des cours. Il se voit 1 à 2 fois par semaine dans l'appartement de Lise, pratiquement toujours vide de ses parents. Le narrateur a été invité à passer le week-end avec Lise et ses parents dans le Loiret à Bignon-Mirabeau. Lise s'endort sur son épaule. Ils arrivent à la maison. Les parents de Lise, Florence et Jean, accueillent les nouveaux venus. Jean est un industriel reconnu. Le narrateur, qui avait perdu un instant Lise de vue, la retrouve endormie dans le salon. Le lendemain matin, le narrateur se réveille dans un lit où les draps lui donnent un sentiment de luxe et de propreté. Il quitte sa chambre et rejoint la cuisine où le petit déjeuner est déjà dressé. Jean vient à lui et est étonné qu'il se lève si tôt. Ils boivent tous deux du café. Jean se lève et revient avec une paire de jumelles et un livre sur les oiseaux. Jean se rend compte qu'il vient de voir un oiseau qu'il n'avait jamais vu ici. Le narrateur donne le premier cours de Lise à la piscine. Il se chamaille et ne se calme que lorsque Jean se glisse dans la piscine. Jean interroge Lise sur des questions d'étymologie. En réalité, il interroge le narrateur, qui se rend compte que Jean est bilingue en anglais, latiniste et helléniste. Lise sort de la piscine et semble les regarder comme un arbitre. Lorsque le narrateur demande à Jean l'étymologie du mot étymologie, Jean sèche. Le narrateur lui donne la réponse. Lise réapparaît. Elle met de la confiture sur un muret afin d'élever des coléoptères. Le narrateur est aux prémices de son amour et a honte de ses sentiments car Lise n'a que 15 ans et qu'elle est son élève. Il devine que Lise a une affection sincère envers lui. Lise, qui voulait avoir un chien, parvient à avoir un chat persan à l'air snob qu'elle nomme Pacha. Pour fêter l'arrivée du chat, les parents de Lise invitent le narrateur à dîner après avoir donné son cours. Bien qu'il n'ait pas l'habitude de manger avec tant de couverts, les parents le mettent à l'aise. À la fin du repas, Florence allume une cigarette, ce qui fait réagir Lise, qui craint pour ses petits poumons tout roses. Un après-midi, Lise présente au narrateur un de ses camarades appelé Pierre. Le narrateur se rend compte qu'il est idiot d'être jaloux d'un adolescent de 15 ans. Face aux réactions du narrateur, qui entend sans cesse parler de Pierre, Lise comprend que le narrateur est jaloux et cela la fait rire. Lise se met à porter des plumes à ses oreilles. À cause de son adolescence, elle change physiquement et n'a plus son visage de jeune fille. Un jour qu'elle le raccompagne sur le palier, elle se met à lui parler de Pierre. Ce dernier est beau tandis qu'elle se trouve laide. Le narrateur tente de la rassurer en lui disant qu'elle est très belle. Lise se met à pleurer dans ses bras. Le narrateur en profite pour poser sa main sur ses cheveux. À la campagne, le narrateur prend l'habitude de rencontrer Jean lors des petits déjeuners. Après le lever de Lise, Lise et le narrateur s'occupent des animaux puis ils se rendent à la piscine. Un jour, ils trouvent un crapaud dans la piscine que Lise repêche avec une épuisette. Après que Lise ait déballé des souvenirs d'enfance, elle sent que le narrateur n'est pas à ce qu'ils font. En réalité, le narrateur craint les 2 mois d'été qui s'approchent. Il craint qu'elle l'oublie. Il se rend compte qu'à cause de leur différence d'âge, ils ne perçoivent pas le temps de la même manière. Lise ne pense pas à la mort, alors que le narrateur y pense tous les matins. Lise lui demande ce qui lui arrive. Il répond qu'il a mal dormi et qu'il a fait des cauchemars. Lise veut savoir quel cauchemar il a fait. Le narrateur parvient à passer outre la question, en lui disant que le baiser de l'hôtel de ville de Robert Doisneau n'est qu'une mise en scène. Plus tard, le narrateur surprend Jean dans le jardin qui tire sur une taupe. Le lendemain, le narrateur se trouve près de la piscine avec Lise et Florence. Le narrateur saute dans la piscine avec son chapeau et reste quelque temps en profondeur. Alors que Lise le prend pour un fou, Florence a deviné que le narrateur est amoureux de sa fille. Le narrateur annonce qu'il va faire un tour en forêt. Lise le suit en maillot de bain. Elle souhaite trouver des sangliers. Après avoir monté sur une barrière, il rencontre effectivement plusieurs sangliers. De retour à la maison, ils font part de leur découverte. Jean a du mal à les croire. Après le déjeuner, Jean demande à sa fille ce qu'elle veut faire cet après-midi. Lise ne sait pas. Jean lui propose un tas d'activités. Ils iront voler la barque des voisins. Ils portent des tenues de camouflage. Jean, Florence et le narrateur sont dans la barque. Lise se jette à l'eau et nage en tête. Jean et le narrateur pagaient. Près de la maison des voisins, Lise leur dit de faire attention et ils se baissent tous dans la barque. C'était une fausse alerte. Le narrateur se rend compte qu'en plus de son amour naissant pour Lise, il n'a plus envie de se séparer de la famille de Lise. Le soir, la famille de Lise invite les voisins à dîner, comme si rien ne s'était passé. Pour repartir, les voisins montent dans leur barque décorée de liserons des champs et de bougies. Le narrateur rend visite à sa mère qui habite dans le Vaucluse. Sa mère lui fait remarquer qu'il a vieilli. Le narrateur remarque intérieurement que elle aussi a vieilli. Le père garde le silence.
En traversant le jardin, le narrateur se rend compte que celui-ci est rempli de bric-à-brac. C'est l'été, Lise est partie avec ses parents à Zanzibar. Sur une map monde, le narrateur trace avec ses doigts la distance qui la sépare de lui. Jusqu'à ses 13 ans, le narrateur a habité dans une HLM près d'une rocade. Sa famille a ensuite emménagé dans une maison près d'Orange, près d'une voie de chemin de fer. Un matin du mois de juillet, le narrateur reçoit un coup de fil de Lise. Celle-ci rapportera du sable de Zanzibar. Puisque la communication coûte cher, l'appel dure peu. 2 jours plus tard, le narrateur apprend à la radio qu'il y a eu un crash aérien dans la mer Rouge et qu'il n'y a plus aucun survivant. Le narrateur s'inquiète et téléphone. Lise n'était pas dans l'avion. 2 jours plus tard, le narrateur a de nouveau Lise au téléphone. Elle se trouve maintenant à l'île d'Ieu. Elle rit. Ses cousines sont en train de peindre son corps en bleu et on inscrit le nom du narrateur dans son dos entouré d'un cœur. Il entreprend de lui écrire une déclaration d'amour, mais il est incapable de l'écrire. Au mois d'août, le narrateur retrouve son studio parisien. Il imagine se promener seul dans différents quartiers puis avec des amis, mais il ne passe pas à l'action. Lise et le narrateur se promènent ensemble dans la rue de la Huchette où il se passe invariablement la même scène jour après jour. Depuis la rentrée, Lise se promène avec le narrateur dans Paris. Dans un square, ils s'assoient tous les deux sur un banc. Ils s'embrassent. Plus tard, ils se trouvent à la terrasse de l'Esmeralda. Lise a commandé un café alors qu'elle n'aime pas ça. Le narrateur la raccompagne chez elle. Ils s'échangent de nouveau un baiser. Alors que le narrateur pensait que Jean allait proférer des menaces, au contraire Jean passe à Lise et au narrateur les clés d'une maison à Croix-de-Vie. À Saint-Gilles, il se balade à un marché. Lise prend la plus grosse tomate qu'elle trouve et le narrateur lit sur ses lèvres qu'elle veut faire une salade de tomates au déjeuner. Elle choisit ensuite un melon. À midi, au barbecue, le narrateur fait griller les sardines que Lise a vidées. Lise griffonne sur la nappe, puis elle joue au pendu avec le narrateur. Celui-ci préfère perdre plutôt que de dire les mots crus attendus par Lise. Ils se rendent ensuite sur la plage. Tandis que Lise se baigne, le narrateur fait une sculpture humaine dans le sable. Il la fait ressembler à Lise. Une fois sortie de l'eau, Lise lui demande s'il ne préfère pas l'original. L'été suivant, Lise propose au narrateur de venir en voyage avec elle et ses parents. Le narrateur refuse car il a peur de prendre l'avion. Une fois arrivé en Italie, Lise l'incite à venir en train. Car un feu a pris dans le train, le narrateur et les passagers sont arrêtés à la gare de Melun. Une fois arrivé à la gare de Florence, il aperçoit Florence qui l'attend. Jean se lève maintenant plus tard que le narrateur. Se lèvent ensuite Lise et Florence. La chaleur pousse le narrateur à se réfugier sur un banc de pierre, puis dans la cuisine. Alors qu'elle a peur des serpents, Lise passe à la cuisine afin de chercher un couteau dans le but de couper la tête d'un serpent qu'elle a vu. Le narrateur qui a suivi Lise est témoin du massacre. Tout le monde congratule Lise. Le narrateur ressent un sentiment de jalousie et se demande si grâce à Lise il ne cherche pas à recommencer son enfance. Lise a souhaité voir les parents du narrateur. Alors qu'ils sont tous les deux à Orange, la mère du narrateur est aux anges et le père, d'habitude silencieux, se met à parler à Lise. Le narrateur et Lise ont leur première broutille. Quand le narrateur rentre la voiture dans le garage, il remarque qu'il y a sur le sol des cafards morts ou agonisants. Lise s'aperçoit que le chat de la famille a un œil en moins. Le narrateur ne parvient pas à ouvrir la porte d'entrée et est obligé de réveiller sa mère afin qu'elle lui ouvre. Une fois entrée, l'ampoule grille. Lise sourit au narrateur non pas parce qu'elle lui pardonne la dispute, mais pour faire bonne figure. La mère pense que Lise est supérieure à eux car elle n'oublie pas que la famille de Lise est riche contrairement à eux. Le père prend soin du chat qui n'a finalement pas l'œil crevé. Le narrateur s'inquiète de l'erreur de Lise et pense que la maison de ses parents déteint négativement sur elle. Le narrateur est surnommé Saint-Exupéry. Les parents de Lise ont pris au narrateur un billet d'avion qui doit le mener jusqu'à l'aéroport de Hier-Toulon. Malgré sa peur de l'avion, le narrateur ne peut plus reculer. Dans l'avion, Lise tente d'apaiser le narrateur en lui grattant la tête. Le narrateur pense qu'il est impossible que Jean meure dans un trajet de si courte distance, ce qui le rassure. Le narrateur s'endort puis se réveille au moment de l'atterrissage et prend peur. L'atterrissage se déroule sans problème. Le lendemain, Lise prend une glace au yogourt. Ensuite Lise et le narrateur se rendent au marché. Le narrateur perd de vue Lise, il la cherche parmi la foule mais il ne la trouve pas. Après lui avoir téléphoné, il reçoit un appel d'elle. Lise dit être dans une boutique appelée au Palais du Cachemire et elle l'invite à la rejoindre. Une fois arrivée au magasin, Lise lui présente une de ses amies nommée Camille Amarde. Le narrateur se rend compte que Camille est en train de regarder le couple qu'ils forment. Camille les invite à venir le lendemain soir dîner à la maison. Le lendemain soir, après avoir passé la barrière d'accès, le narrateur et Lise se rendent au parc où habitent Camille et sa famille. Après l'ouverture du portail, le narrateur voit la propriété spacieuse et verdoyante des Amardes. Lise lui dit de ne pas lui demander ce que fait le père de Camille. Camille accueille le couple. Après le dîner,
Ils se dirigent tous trois vers une plage privée où un bateau est amarré. Camille les emmène sur un Zodiac vers une destination inconnue. Le narrateur se réveille dans une chambre avec Lise et Camille. Il se défait du bras de Camille qui l'enlace. Il ne comprend pas pourquoi ils sont dans cette chambre. Il se souvient d'avoir bu à la terrasse des Amardes, puis dans un café et dans une boîte de nuit. Il se rappelle avoir vu Lise et Camille danser. Il a vu un homme en polo rose s'approcher de Lise et lui caresser les fesses, chose qu'il reprochera à Lise lors du chemin du retour. Les filles ne sont toujours pas levées. Le narrateur déambule dans la maison des Amardes. Il se demande pourquoi Camille s'est placée dans le lit entre lui et Lise. Lise et le narrateur viennent d'acheter 2 perruches. Lise veut les appeler Voltaire et Zadig. Elles ne sont distinguables qu'à partir de leur position dans la cage. J'en dis que Zadig est un oiseau hagard qui a dû être capturé trop tard et que Voltaire est un niais qui va s'apprivoiser plus facilement. Lise ne s'intéresse pas à Voltaire, mais à Zadig à qui elle a envie d'apprendre à voler. Zadig sait voler, mais une fois parti, il ne veut pas revenir. Pour Noël, les parents de Lise leur offrent des vacances hors de prix. Le narrateur monte à 2 reprises dans des avions. Ils arrivent à un village nommé Corimbo. Le matin, le couple se baigne. L'après-midi, ils se promènent dans la jungle accompagnés d'un guide. Ils rentrent ensuite à l'hôtel, puis dînent toujours à la même table en face de la mer. Le dernier soir, Lise demande au narrateur si un jour ils pourront se payer des vacances comme celle-là. Le narrateur ne lui répond pas, mais il sait qu'il ne le pourra jamais. Le narrateur est de nouveau dans son appartement. Il regarde par la fenêtre l'hiver triste, qui contraste avec sa vie à Corimbo. Au printemps, Lise pense passer l'été en Sicile. Elle souhaite que Camille vienne passer une semaine avec eux. Lise et Camille se voient régulièrement. De nouveau en vacances, le narrateur, Lise et Camille visitent les catacombes des Capucins de Palerme. Ensuite, Lise achète des cartes postales d'enfants morts. Dans le square Garibaldi, tous trois regardent un ficus millénaire. Le narrateur sent que Lise s'éloigne de lui. Le narrateur nage seul dans une piscine. Il regarde Camille faire des allées et venues. Plein d'éléments chez cette fille le charme. Camille s'est installée non pas dans la longue pièce où trône un vaste lit, mais dans une petite chambre que le narrateur prend pour une chambre de nonne. Le narrateur se demande si en dessinant des visages vus dans les catacombes de Palerme, il ne cherche pas à représenter le visage de Camille. Maintenant le narrateur se pomponne. Il se souvient du jour où ils ont tous trois gravi l'Etna. Ce jour-là, il a eu l'impression que Lise partait. Lors de la dernière soirée que Camille passe avec Lise et le narrateur, ils dînent tard. Alors que Lise s'absente, le narrateur prend l'appareil photo et le braque sur Camille. Il ne veut pas la photographier, mais seulement occuper ses mains et la voir sans la regarder. Camille pose un regard sur lui et a un visage d'adieu. Ne sachant pas quoi dire, il fait semblant de boire. L'arrivée de Lise met fin au malaise. Le lendemain, Lise et le narrateur accompagnent Camille à l'aéroport. Après cela, le narrateur monte dans la chambre de Camille qui est maintenant vide. Lise tombe malade. Le narrateur visite seul Syracuse. Il a l'impression que ce séjour ne finit pas. Les choses ne sont plus les mêmes entre Lise et lui. Ils deviennent des fantômes ou des ombres. Le narrateur est de nouveau à Paris. Il se rend à la brasserie au Vieux-Châtelet, où Lise lui a donné rendez-vous. Tandis que le narrateur regarde ce qu'il se passe à l'extérieur, Lise se met à pleurer. Elle avoue aimer moins le narrateur. Lise commande un café, le narrateur ne prend rien. Il sait que Lise ne sera pas dégoûtée du café de la même manière que la dernière fois. Lise ne peut envisager de vivre sans le narrateur. Lise continue de pleurer et le narrateur continue à ne pas la regarder. Il sent comme un enlisement en lui.